Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence intitulée très ambitieusement «Faut-il choisir entre solidarité et efficacité?» Alors, bonjour, je m'appelle Philippe Escande, je suis journaliste au Monde. La question, elle est philosophique, évidemment. Faudrait-il donc toujours choisir entre la sécurité, la liberté, entre la performance et le confort? Et pourquoi donc ne pourrait-on pas avoir les deux, l'un appelant l'autre? Alors voilà une belle terre d'affrontement, hein, qui nous rappelle quelques élections récentes. Elle trouve sa source dans une question beaucoup plus bassement matérielle pour parvenir à une société solidaire qui assure à tous ses concitoyens la santé, la retraite, le chômage, la protection. Eh bien, cela impose que l'État prenne à certains pour donner à d'autres. C'est cela la solidarité. En Europe, on appelle ça aussi l'État-providence, né après la Deuxième Guerre mondiale. La solidarité organisée par l'État est donc la fille de l'histoire, c'est aussi la fille de la géographie, les conceptions sont très différentes de l'autre côté des océans, comme les cultures et les organisations politiques. Mais qu'appelle-t-on solidarité? Est-ce que c'est juste un transfert monétaire? Ce serait trop simple. Et puis, quelles sont les priorités? L'emploi, le chômage, la pauvreté, l'éducation, la santé. Alors, est-ce qu'on peut tout faire et afficher une prospérité insolente? Force est de constater que les exemples et les avis divergent profondément. Nous allons donc voir ensemble, avec nos invités, quelle réalité chacun met derrière ces mots forts de solidarité, d'efficacité, d'égalité et pourquoi pas de progrès. Alors je vous les présente maintenant. Patrick Artus, économiste en chef de Natixis et professeur d'économie. Antoine Bozio, économiste et directeur de l'Institut d'évaluation des politiques publiques. Élise Huillery, professeure de sciences économiques à Paris-Dauphine. Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE. Et Philippe Barret, directeur général du groupe d'assurance API CIL. Alors, je vais commencer par vous, Patrick Artus. D'abord, c'est vous qui avez eu l'idée de cette conférence et de l'organiser. Et donc, je vais vous demander ce que je demanderai un petit peu à chacun en guise d'introduction. C'est à la fois qu'est-ce qu'est-ce que veut dire pour vous le concept de solidarité? Et puis, est-ce qu'on peut dire que solidarité et redistribution sont la même chose? Et quelle serait aujourd'hui la priorité en termes de solidarité? Patrick. Oui, merci Philippe. Bonsoir à tous. Oui, je vais partir, mais nous aurons tous des approches sans doute différentes de la question solidarité-redistribution que vous évoquez, qui est effectivement très importante. Parce qu'en général, on associe solidarité et redistribution. Et je crois qu'il faut faire extrêmement attention à la façon dont on analyse cette question. Et je vais partir en fait du cas français, hein, mais on pourrait étendre à d'autres pays. Et je vais partir de l'observation qu'en France, les inégalités de revenus avant les politiques redistributives, avant redistribution, sont extrêmement élevées. Elles sont plus élevées qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni, alors que les inégalités de revenus après les politiques redistributives sont parmi les pays de l'OCDE où elles sont les plus basses. Donc, on pourrait dire que nous avons un système solidaire, hein, puisque nous avons des politiques redistributives d'extrêmement grande taille. Et donc, on pourrait s'en contenter, hein, et on pourrait centrer le débat, ce qui est le cas d'ailleurs aujourd'hui parfois, hein, sur la possibilité de rendre ces politiques redistributives encore plus généreuses, hein, en augmentant les minima sociaux, en mettant en place une fiscalité encore plus redistributive. Et je crois que si on faisait ça, si on se contentait d'analyser la taille de la redistribution, on manquerait une partie très importante de l'analyse, qui est celle des causes des inégalités avant les politiques redistributives, hein, qu'on appelle parfois aussi les inégalités primaires de revenus. Et là, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs causes en fait aux inégalités primaires élevées de revenus, hein, que nous avons en France. Alors, dans certains pays, c'est une cause assez connue, hein, c'est le partage des revenus. Par exemple, aux États-Unis, hein, on n'a pas augmenté les plus bas salaires aux États-Unis depuis 20 ou 30 ans, et donc on a forcément des inégalités de revenus avant les politiques redistributives très élevées. Et comme en plus il y a très peu de politiques redistributives aux États-Unis, elles restent élevées. Mais le cas français est plus sournois,
parce que nos inégalités de revenus avant les redistributions, je pense qu'elles sont essentiellement liées à la faiblesse du taux d'emploi en France. Nous n'avons que 66% des Français en âge de travailler qui ont un emploi. La norme dans les bons pays de l'OCDE, c'est au moins 10 points de plus, c'est au moins 75, 77, presque 80%. Et donc, nous avons peu d'emplois. Et comme nous avons peu d'emplois, nous avons beaucoup de familles où il y a un seul revenu, nous avons beaucoup de personnes qui n'ont pas d'emploi, et on s'aperçoit qu'il y a une très forte corrélation, quand on compare les pays de l'OCDE, entre la taille, le niveau d'inégalité de revenus avant la redistribution et le taux d'emploi. Donc, je pense que les politiques de solidarité en France, ce n'est pas seulement augmenter les politiques redistributives, c'est aussi faire monter le taux d'emploi. Et ce serait sans doute la politique de solidarité la plus efficace, qui est d'être capable de faire monter le taux d'emploi. Alors qu'évidemment, le débat public, et surtout aujourd'hui, surtout après la Covid, il est quand même énormément centré sur la question de la redistribution et des impôts. On dit qu'il faut rétablir l'ISF, il faut augmenter le RSA, enfin, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent dans ce sens, mais je pense qu'il faut aussi, en tout cas, regarder cette question du taux d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la faiblesse du taux d'emploi en France? On sait que, et d'ailleurs, quand on compare les pays de l'OCDE, c'est quand même assez convaincant, qu'il y a une corrélation extraordinairement forte entre le taux d'emploi et les compétences, ou bien entre le taux d'emploi et l'efficacité du système éducatif. Avec les différentes mesures qu'on peut avoir, que ce soit le taux de chômage des jeunes, la proportion de jeunes déscolarisés, les enquêtes PISA de l'OCDE. Donc je pense que très profondément, notre problème de solidarité, il ne doit pas simplement s'exercer par les politiques redistributives, il doit s'exercer par des politiques de compétences. Alors, ce n'est pas le même horizon de temps. Si on augmente le RSA, on peut le faire la semaine prochaine. Pour redresser les compétences, c'est des politiques longues. Il y a des pays qui l'ont fait. Et donc, je pense que ça va être quand même quelque chose d'extrêmement central dans le débat public, cette question des compétences. Nous avons le niveau de compétence du groupe le plus faible de tout l'OCDE. Notre niveau de compétence est indigent, et particulièrement d'ailleurs les compétences des personnes qui ont eu des éducations courtes, qui est là incroyablement bas par rapport aux autres pays. Alors, juste pour finir sur ce premier point, je voudrais attirer l'attention sur le risque quand on utilise uniquement les politiques redistributives. Si on n'arrive pas à remonter les compétences, si on n'arrive pas à remonter le taux d'emploi, le risque de cercle vicieux. Parce qu'on voit aussi en comparant les pays de l'OCDE que les pays qui ont des politiques redistributives très importantes, comme la France, ont une pression fiscale sur les entreprises qui est très importante. Et que la pression fiscale sur les entreprises, elle est associée à un taux d'emploi faible. Donc, vous voyez le risque de cercle vicieux. J'ai un problème d'inégalité, je les corrige par des politiques redistributives généreuses, je finance ces politiques en taxant les entreprises, en particulier par les cotisations sociales, et j'affaiblis le taux d'emploi, ce qui fait que je renforce le problème d'inégalité. Et si on veut sortir de ce cercle vicieux, il me semble qu'une des politiques essentielles, c'est bien la politique de compétences. Et évidemment, il faudrait réfléchir plus avant au contenu qu'on peut donner à ces politiques de compétences, mais on fera peut-être ça plus tard. Voilà, Philippe, ce que je voulais dire pour commencer. Oui, oui, effectivement, on y reviendra. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Élise Huillery. D'abord, bon, est-ce que vous êtes à peu près d'accord avec le constat qui a été fait? Vous avez, vous, beaucoup travaillé sur les inégalités. Vous êtes spécialisé un peu dans ce domaine. Vous faites partie du fameux réseau GEPAL monté par Esther Duflo. Pour vous, quelle est vraiment la priorité des priorités en matière de solidarité? Alors, la priorité, d'abord, je veux juste remercier Patrick Artus de m'avoir invité à faire partie de cette session sur un thème aussi beau et aussi qui donne autant matière à réflexion. La priorité en termes de solidarité, de mon point de vue, c'est à la fois la pauvreté et les inégalités, parce que comme je vais essayer de l'expliquer, en fait, les deux vont de pair. Mais vous m'avez d'abord posé une question de savoir si je souscris à l'exposé de Patrick Artus, et effectivement, je suis entièrement d'accord que dans une politique de solidarité, on doit tenir compte à la fois, et c'est très important, de la partie redistributive des transferts monétaires une fois que les revenus primaires ont été formés, mais beaucoup aussi, et peut-être même essentiellement, de tous les services publics, notamment éducation, que l'on peut offrir
de manière solidaire, c'est-à-dire avec un service public, avec une forme de gratuité et un financement basé sur l'impôt, de manière à agir en amont de la formation de ces inégalités sur le marché du travail. Donc, je suis complètement en accord avec cette définition de la solidarité. Alors, qu'est-ce que vise la solidarité? Essentiellement, elle vise à lutter contre la pauvreté ça s'applique aussi bien en termes international qu'en termes national, à la fois pour rapprocher les inégalités de développement entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches. Donc, il y a une solidarité internationale qui s'impose, mais aussi pour rapprocher les revenus d'un niveau décent qui est une interprétation qu'une société donne à ce que c'est que vivre décemment. Mais la solidarité, elle vise essentiellement à faire en sorte que chaque personne dans une société ait un niveau de vie décent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les interprétations de ce que c'est que vivre décemment diffèrent, notamment entre l'Europe et les États-Unis. Donc, je vais prendre la France et les États-Unis un peu comme fil rouge d'une comparaison assez contrastée, entre des approches assez contrastées de ce que c'est que la solidarité et de ce que c'est que la pauvreté. En France, et c'est le cas pour l'ensemble de l'Europe, on définit la pauvreté en termes relatifs. Donc, on retient souvent 60% du revenu médian comme seuil de pauvreté. Donc, toute personne est pauvre si elle vit en deçà de 60% du revenu médian. Le revenu médian, c'est celui qui partage la population en deux groupes égaux. Et on a aussi parfois utilisé 50% du revenu médian, donc ce qui est un niveau encore plus sévère de pauvreté, puisqu'on est encore plus bas par rapport à ce revenu qui partage la population en deux. Et aux États-Unis, on n'utilise pas cette définition relative de la pauvreté, mais on retient une définition absolue qui consiste à établir un niveau qui permet de subvenir, un niveau de revenu qui permet de subvenir aux besoins de base, et notamment aux besoins alimentaires. Et on ajoute un peu de logement et un peu de vêtements, mais c'est tout. Et donc, ça donne des définitions très différentes, puisque dans le cas américain, peu importe le niveau d'inégalité, peu importe qu'il y ait des très très riches, du moment que vous avez de quoi vous loger, vous nourrir et vous vêtir, vous n'êtes pas considéré comme étant pauvre. Alors que dans la société française et dans la culture européenne en général, il ne s'agit pas seulement de se nourrir, se vêtir et de se loger. Il s'agit de ne pas vivre trop en décalage trop important par rapport aux autres membres de la société. Donc, si le reste de la société augmente son niveau de vie et donc augmente les standards de vie, ce que l'on est capable de consommer de manière un peu standard, etc., une personne qui, elle, n'aurait pas ce revenu qui augmenterait en proportion, pourrait devenir pauvre alors même qu'elle subvient à ses besoins aussi bien qu'elle le faisait 10 ans auparavant. Donc, il y a vraiment cette notion de relativité dans la définition de la pauvreté en France qui, en fait, réconcilie. Finalement, le combat contre la pauvreté est un combat contre les inégalités. Ça revient les deux combats se mènent de front, puisqu'on a cette définition relative de la pauvreté. Et à cet égard, je veux juste quand même dire qu'à cet égard, puisqu'on a vu que les taux de pauvreté sont définis de manière très différente, les performances sont aussi très différentes. Si on retient le taux de pauvreté tel qu'on le définit nous en France, avec ce seuil relatif, enfin cet écart par rapport au revenu médian, le taux de pauvreté en France à 50% du revenu médian, c'est 8% de la population. Et si on applique le même taux aux États-Unis, c'est 18% de la population. Donc ça veut dire qu'aux États-Unis, on a plus de 2 fois plus de personnes qui sont en deçà de 50% du revenu médian. Donc on a vraiment c'est le point on a vraiment une attention, un effort fait pour réduire les inégalités qui est beaucoup moins important qu'en France et qu'en Europe en général. Alors l'Allemagne est à 11%, le Royaume-Uni à 12%. Ça veut dire qu'en France, on est vraiment très bon sur ce critère de réduire les inégalités, notamment les revenus très bas pour réduire la pauvreté au maximum.
Je finirai juste sur une remarque. Pourquoi est-ce qu'on a ces différences de définition et d'efforts faits pour éradiquer la pauvreté? Essentiellement, moi, ce qui je trouve très intéressant, c'est que c'est vraiment ancré dans des valeurs et des croyances attachées à ce que c'est qu'être pauvre, qui sont très différents. Si vous demandez à une personne vivant aux États-Unis pourquoi une personne est pauvre, une proportion importante des Américains vont répondre que les efforts, le manque d'efforts est un facteur important, que en fait, ce qui arrive à quelqu'un est essentiellement déterminé par son talent et ses efforts. Si vous posez la même question, c'est dans les World Value Survey qu'on peut observer ces écarts qui sont très intéressants. Si on pose la même question à un Français, il va au contraire mettre beaucoup plus de poids dans ce qui arrive aux gens sur les circonstances, la chance, le contexte dans lequel on est et on grandit et on vit plus tard. Et donc, en fait, cet écart de croyance entre ce qui est lié à l'effort individuel et ce qui est lié au contexte dans lequel on se trouve explique finalement que d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, comme les États-Unis et la France, on soit beaucoup moins solidaire. On est beaucoup moins solidaire aux États-Unis parce qu'on pense que c'est beaucoup plus la responsabilité individuelle qui détermine ce qui arrive aux gens. Et on est beaucoup plus solidaire en France parce qu'on pense moins que c'est le cas. Ça ne veut pas dire que c'est 0,1 évidemment, mais c'est très important de voir que les écarts de solidarité sont ancrés dans des écarts de croyance par rapport à ce qui détermine finalement le succès individuel. Alors, Antoine Bozio, peut-être d'abord un petit commentaire effectivement sur cet aspect qui est tout à fait passionnant de lien entre inégalité et pauvreté. Après tout, au départ, on pourrait penser que ce sont deux choses très différentes. Et en fait, il y a un lien qu'on fait, du moins en Europe, cette spécificité européenne. Et puis, votre point de vue, peut-être plus généralement, sur ce lien, comme on disait, entre solidarité et redistribution. Donc peut-être pour commencer aussi, pour dire que je suis très ravi d'être dans cette table ronde prestigieuse sur ce sujet compliqué, en tout cas un sujet qui est un vieux sujet en économie, l'arbitrage entre solidarité, efficacité, égalité, désir d'égalité et puis les désirs d'être le plus efficace. Alors sur la question spécifique sur le taux de pauvreté, c'est important de comprendre ces notions relatives ou absolues, en particulier pendant une crise comme on la vit aujourd'hui. Dans une crise comme on la vit aujourd'hui, le taux de pauvreté relatif, en fait, si tout le monde voit ses revenus baisser, il peut baisser. Donc, il faut dire qu'il y a moins de pauvres relativement si tout le monde voit ses revenus baisser 10%. Ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est justement dans ces genres de cas où le taux de pauvreté relatif n'a pas beaucoup de sens parce que justement, en fait, on peut avoir, si on a beaucoup plus de pauvres, mais que relativement tout le monde s'est appauvri, eh ben, on dit qu'il y a moins de pauvres relativement, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Alors peut-être pour revenir plus à la question de départ sur la solidarité et puis peut-être réagir à ce qu'a dit Patrick Artus, parce que de façon peut-être paradoxale, je suis d'accord sur ses conclusions, mais en total désaccord avec son diagnostic. Pourquoi mais c'est intéressant. Donc, ce que nous dit Patrick Artus, c'est de regarder, la France est le pays très inégalitaire, si on prend des données OCDE, par rapport aux plus inégalitaires avant impôt que les États-Unis. Alors, d'où vient ce type de calcul? Ça vient, on prend avant impôt, c'est les revenus primaires, et on dit, ah ben, on va regarder quels sont vos revenus avant tout transfert. Et donc, les retraités, il y a peut-être des retraités qui nous écoutent aujourd'hui, ben, vous avez 0. Parce qu'en France, c'est la retraite en répartition, donc votre revenu, c'est 0. Et vous avez de quoi? Vous avez des transferts, parce que vous recevez de la redistribution via le système en répartition, donc vous êtes des assistés, vous recevez un chèque par l'État comme retraite. Donc l'OCDE dit avant redistribution, nous avons beaucoup de retraités qui ont 0 en France et les inégalités sont très élevées, tandis qu'aux États-Unis, les retraités, eh ben, ils ont quoi? Ils ont une retraite en capitalisation et donc ils ont du revenu primaire qui est du revenu du capital. Cette mesure de l'inégalité avant impôt, elle me semble biaisée et ne pas mesurer véritablement la distribution des revenus avant impôt si on prend en compte le fait qu'en fait, on a construit par des assurances sociales en France, et c'est une des particularités
de l'Europe continentale qu'on retrouve en Allemagne, en Belgique, le fait que l'assurance sociale, les cotisations qui ont été payées, qui servent à financer des retraites, qui sont en partie quand même de lien avec ce qui a été contribué avec les salaires précédents, la retraite n'est pas d'abord simplement un objectif de redistribution, c'est aussi, premièrement, d'abord, un mécanisme dans le système en répartition pour faire du transfert de revenus en 2 périodes. Et si on prend ça en compte dans la mesure de quels sont en fait les revenus bruts avant redistribution au sens prestations sociales, impôts, en fait, on a une situation où la France a des inégalités pré-impôts qui sont plus faibles que les États-Unis, et elle se retrouve avec des inégalités plus faibles après impôts de revenus disponibles qu'aux États-Unis, pas forcément parce qu'elle a des redistributions tellement plus considérables que les États-Unis, parce que les États-Unis ont aussi des dispositifs redistributifs avec un impôt progressif qui est important. Et donc, en réalité, donc, du coup, mon diagnostic est plutôt assez différent de celui de Patrick Artus, mais ma conclusion n'est pas différente. Pourquoi ? Parce que ce qu'on s'aperçoit quand on mesure ce type de redistribution, quelle est la part dans finalement le niveau plus faible d'inégalité après impôt qu'on observe en France par rapport aux États-Unis, c'est d'abord des choses qui sont liées à des questions qui ne sont pas dues à la redistribution, on va dire, directe entre les impôts, les prestations sociales. Mais c'est tout un type de politique publique qui peuvent jouer en amont, et on voit encore plus cela marqué dans les pays nordiques. C'est-à-dire que les pays nordiques qui ont un niveau élevé de dépenses publiques, un niveau élevé de prélèvements, ils ne font pas beaucoup plus de redistribution au sens taxé pour redistribuer. Et par contre, ils investissent considérablement dans des services publics, des services universels, de l'investissement dont parle Patrick Artus et d'ailleurs Élise aussi, et Hillery, en termes dans l'investissement dans les compétences, d'investissement pour essayer finalement de favoriser la création pré-impôt, pré-distribution d'un système qui soit plus égalitaire. Et donc là, je partage finalement la conclusion de dire que c'est très important de ne pas identifier uniquement la solidarité avec uniquement des politiques, on va dire, redistributives au sens socio-fiscal, impôts et prestations sociales. Donc pour résumer, en fait, les 3 grands types de solidarité qui constituent aussi 3 grands types d'interventions publiques différentes. Moi, je dirais qu'on peut parler de donc impôts, prestations sociales, de réduire redistribution au sens où il y a des inégalités qui arrivent, qui sont mesurées avant impôt, et on veut les réduire pour que les plus hauts revenus payent plus relativement et que ceux qui ont les moyens plus modestes reçoivent plus en termes de prestations ou moins d'impôts. Et ça, c'est qu'une partie. Mais c'est la partie, disons, dans la littérature économique qui est souvent la plus prégnante de dire c'est comme ça qu'on pense la solidarité. Il y en a d'autres. Et historiquement, en France, ce n'était pas la plus importante. Historiquement, en France, la solidarité, c'est la notion de solidarité qui est venue dès le 19e siècle, avec la Troisième République, le solidarisme, Léon Bourgeois. C'était de dire que c'était dans notre devise la fraternité. L'idée que, parce qu'on est tous ensemble dans un lieu civique qu'est la nation de la République, il faut arriver à limiter les risques de vie auxquels on fait face. Et c'est dans cet esprit-là que les assurances sociales ont été conçues en France, c'est-à-dire non pas pour prendre aux riches pour donner aux pauvres, mais pour dire que face aux risques de la vie, s'assurer tous collectivement est une façon de se protéger collectivement contre ceux qui pourraient avoir soit un accident de parcours, soit avoir des chocs, et faire en sorte qu'on arrive par l'assurance à réduire ces inégalités qui sont inhérentes à la vie économique. Puis il y a une troisième façon de penser la solidarité, qui se traduit en termes de politique publique, qui est une certaine idée d'universalité, c'est-à-dire, et qui va se traduire par les services publics. Le fait de dire qu'on souhaite, et là, dans ce cadre-là, ça peut être c'est une idée de l'égalité qui peut être tout à fait compatible avec, par exemple, l'égalité des chances, le fait de favoriser que tout à chacun, et en particulier parmi les plus jeunes générations, ait la possibilité d'avoir des possibles en termes de vie économique et sociale, d'être capable d'une certaine façon de profiter de ce qu'offre la société. Et ça c'est déterminant avec des politiques qui peuvent être des politiques d'éducation, des politiques qui sont d'accès à tout un tas
de services et qui, là, peuvent favoriser finalement une forme de solidarité qui ne va pas se traduire simplement par la redistribution. Donc, tout ça pour dire que malgré le désaccord sur le diagnostic statistique que portait Patrick Artus, je suis d'accord sur le constat de ne pas limiter la solidarité simplement à la redistribution socio-fiscale, parce que c'est loin d'être l'unique façon de favoriser une société plus solidaire. Alors, Patrick, avant de poursuivre la discussion, est-ce que vous voulez répondre sur cet aspect américain et cette différence de calcul qui, effectivement, donne une vision un peu transformée des choses? Oui, non, mais techniquement, je suis complètement d'accord avec Antoine, bien sûr. Quand on corrige, quand même, on trouve toujours, et Antoine l'a dit, hein, que si on regarde des inégalités en corrigeant de cet effet retraite publique, il reste quand même une situation française assez particulière. C'est qu'on a des inégalités primaires qui restent élevées, même cet effet-là étant corrigé. Alors, elles sont certes moins élevées qu'aux États-Unis, mais elles sont quand même élevées par rapport à la moyenne de l'OCDE, et des inégalités secondaires post-redistribution qui restent très faibles. Et puis, on en parlera tout à l'heure, le poids des retraites, enfin, la vérité entre les deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que toutes les retraites publiques en France sont des politiques redistributives, je suis d'accord, mais on ne peut pas considérer que rien des retraites publiques n'est une politique redistributive non plus. Hein. On a quand même un niveau de très grande générosité des retraites publiques en France, hein, c'est 14% du PIB, et c'est une politique qui contribue à la réduction des inégalités. Donc, on peut mettre ni tout, ni tout, comme le fait l'OCDE, mettre toutes les retraites publiques dans les politiques redistributives, c'est exagéré. Mais ne mettre aucune partie des retraites publiques dans les politiques redistributives, c'est aussi exagéré aussi. Donc, il faudrait faire un calcul quelque part au milieu, quoi. Alors, on va poursuivre d'abord le tour de table, et puis après, je reviendrai. Il y a aussi quelques questions qui commencent à arriver. Je continuerai avec Jean-Luc Tavernier. Donc, vous dirigez l'INSEE, qui est évidemment l'observatoire le plus complet en France de l'économie française. Alors, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce débat, et pour vous aujourd'hui, quelle serait la priorité en matière de solidarité? Merci, bonsoir. Alors moi, je partirais, je vais peut-être compléter ce qui est dit, puis parfois vous rejoindre les précédents auditeurs, parfois pas. Dans les enquêtes, les Français perçoivent leur pays comme très inégalitaire, alors que les Américains, c'est le contraire. Le pays est de fait beaucoup plus inégalitaire, et les Américains pensent qu'ils sont dans un pays plus égalitaire qu'il ne l'est. Alors c'est vrai que on commande beaucoup les inégalités de revenus, parce que c'est là où il y a le réverbère le plus lumineux. Et à cette aune, en effet, à un instant T, le système de prélèvement et de transfert, impôts plus prestations, plus aide sociale, plus tarification sociale, quand on arrive à simuler, parce que la redistribution prend des tours extrêmement variés. C'est peut-être ça qui réduit sa lisibilité d'ailleurs. En tout cas, tout ce système-là réduit fortement les inégalités en France. Même quand on tient bien compte des pensions, on est un peu au-dessus de la moyenne, on est plutôt au-dessus de la moyenne des pays en inégalité primaire, et on est nettement en dessous en inégalité après redistribution. Mais moi, je vous propose de déplacer un peu le réverbère et d'aller dans 3 directions où c'est moins lumineux. Et le premier, c'est de parler de mobilité sociale. La France est un pays où la mobilité sociale est faible, que ce soit au cours de la vie active ou d'une génération à l'autre. Il y a un déterminisme social important. Alors, le CDE a fait le buzz il y a quelques mois avec un chiffre qui ne me plaît pas, mais 7 générations pour passer de la pauvreté au revenu médian. D'un point de vue statistique, c'est très vicié, mais alors d'un point de vue médiatique, ça a marché du feu de Dieu. Ce qui est plus signifiant et alarmant pour le statisticien, c'est la très forte corrélation entre le niveau scolaire et le milieu social. C'est vrai dans la plupart des pays, mais la France est un pays où c'est particulièrement marqué. Laurence Boone montrait hier, au CDE aussi, hein, montrait hier un graphique où la France, je crois, parmi les 3 pays où le déterminisme social des résultats scolaires est le plus alarmant. Alors, on sait en plus, et Laurence l'a dit hier, que le niveau d'études a un effet fort en France sur toute la carrière. On a du mal à boucher au cours de la carrière. Si en plus ça se transmet à la génération suivante, on arrive à une société vraiment bloquée. Et je rejoins un peu ce qu'a dit Élise sur ce point-là, la différence avec les États-Unis.
Deuxième direction où peut-être on peut mettre la lumière, c'est qu'il y a, à mon avis, une partie, là c'est assez personnel, mais une partie des injustices vient de la difficulté à l'accès à l'information. Il me semble que c'est particulièrement vrai dans le domaine de la santé et dans celui de l'enseignement supérieur. Le père que je suis trouve que APB et maintenant Parcoursup, c'est en soi seul un puissant facteur de reproduction sociale, compte tenu de la complexité des filières, etc. Et du délit, enfin, du fait qu'il faut être initié pour s'y retrouver. Troisièmement, troisième endroit où je veux mettre un peu de lumière, c'est que on avait il y a 30 ans un problème pathologique. On avait un coût du travail au niveau du SMIC trop élevé. Pour autant, on avait un système qui ne donnait pas le bon signal, car il y avait pas mal de situations où on ne gagnait pas à passer du chômage ou de l'inactivité à l'emploi, notamment l'emploi à temps partiel. Alors, on a réglé ce problème, cette pathologie-là qu'avait notre système de prélèvement et de transfert, en partie grâce à Martin, et la prime pour l'emploi. Il y a eu ensuite le RSA. Mais on a de ce fait, parce qu'il n'y a pas de miracle, on a déplacé le problème. Ce qu'on observe, nous, à l'INSEE, quand on regarde les taux marginaux nets de prélèvement, c'est que quand on s'élève un peu dans la distribution des salaires, quand on essaye, parce qu'on fait des efforts, de s'écarter du SMIC, de monter en qualification, bah déjà, c'est d'abord très long, souvent dans les grilles des différentes branches professionnelles. Les grilles sont très tassées, elles ont gardé ces caractéristiques héritées de la période où le SMIC mordait, que les basses qualifications ont des niveaux de rémunération qui sont très tassés les uns par rapport aux autres. Et quand on s'élève un petit peu, en fait, on rentre dans le barème de l'impôt sur le revenu, on perd forcément du RSA ou avant de la PPE. Et donc, au final, en revenu, on ne gagne pas grand-chose. Donc, moi, je trouve qu'il faudrait regarder un peu ces questions. Le sujet le plus alarmant, c'est l'éducation nationale et le déterminisme social et l'éducation nationale. Je pense que ça va être une cause nationale. Et puis, je vous ai dit, problème d'information. Et puis, problème, me semble-t-il, de récompense de l'effort, non pas au niveau du SMIC, mais quand on s'élève un petit peu. Je vous remercie. Alors, juste, on y reviendra, notamment effectivement ce sujet de l'éducation et des arbitrages qu'on peut faire en termes de solidarité, parce que c'est peut-être aussi qu'on met pas assez d'argent dans l'éducation et trop dans d'autres domaines. Enfin, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ce sera à vous et on en reparlera. Je me tourne maintenant vers Martin Hirsch. Donc, vous dirigez aujourd'hui la PHP, je disais, mais vous êtes quand même en matière de solidarité assez. Vous avez une certaine compétence puisque vous avez même été commissaire aux solidarités actives et à ce titre créateur, initiateur du revenu de solidarité active, le fameux RSA. Alors, au regard de tout ce qui a été dit maintenant, comment vous voyez le sujet aujourd'hui, le problème aujourd'hui de la solidarité? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir convié et offert cette récréation. D'abord, moi, je ne sais pas opposer solidarité à efficacité. La solidarité peut être inefficace, la production peut être inefficace, la politique peut être inefficace, tout le monde peut être inefficace, et la solidarité peut être efficace comme les autres peuvent être efficaces. Mais il y a de la solidarité inefficace, et il peut y avoir de la solidarité efficace, je vais essayer de m'en expliquer. Avant, je fais un tout petit détour qui rebondit sur ce que chacun ou chacune d'entre vous a pu dire à partir des propos de Patrick sur ne pas faire de confusion entre solidarité qui ne se résume pas à la redistribution. Moi, je mets 3 sens dans la solidarité. Il y a la solidarité qui joue un rôle de ciment dans une société, qui fait qu'effectivement, au sens étymologique du terme, tout le monde se sent plus solide parce que plus solidaire, et qui passe, à mon sens, par l'inclusion des plus fragiles. Là où, par exemple, la société française manque de solidarité, c'est qu'elle a beaucoup de mal à inclure dans le système productif celles et ceux qui ont le moins de qualifications, qui ont la productivité la plus faible. Et donc, elle a fonctionné pendant longtemps comme une centrifugeuse une société qui tourne de plus en plus vite, qui laisse sur les bords ceux qui sont considérés comme des poids pour la société, qui sont de plus en plus nombreux et qui freinent tout le monde, et qui a un gros sujet de pouvoir réintégrer ceux qui sont un peu moins productifs, un peu plus fragiles, et pour cimenter la société. Il y a une deuxième dimension de la solidarité qui me paraît importante et qui a été soulignée par chacun d'entre vous, qui est effectivement la solidarité qui rend la société moins éclatée et donc qui réduit les inégalités.
Et il est plus facile de réduire les inégalités quand elles ne sont pas trop élevées au départ, parce qu'à chaque fois, les mécanismes de réduction d'inégalités peuvent avoir des effets de déperdition, mais la solidarité contribue à réduire les inégalités. Juste un mot là-dessus. Après la crise de 2008, les organisations onusiennes avaient regardé qui avait le mieux résisté à la crise. On était arrivé à l'idée que le fait d'avoir un peu de protection sociale protégeait contre la crise. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans des pays au cours des 10 dernières années, comme la Chine par exemple, ou pas mal de pays asiatiques, où l'extension des mécanismes de protection sociale ont conduit à la fois à mieux protéger et à avoir un mécanisme assez puissant de réduction des inégalités par rapport à des inégalités qui étaient très menaçantes, y compris pour ces économies. Et puis, il y a un troisième sens à la solidarité, qui est la solidarité qui rime avec un certain mécanisme d'assurance. Celle qui fait que quand on cotise à l'assurance maladie, on est effectivement assuré. Mais avec une forte différence avec les assurances elles-mêmes, j'imagine qu'on y reviendra après, c'est que la solidarité, dans nos mécanismes de solidarité, on n'assure pas en fonction des risques. Donc, les diabétiques ne payent pas des cotisations plus élevées que les non-diabétiques. Ceux qui ont eu le Covid ne doivent pas être moins assurés que ceux qui n'ont pas eu le Covid. Et il y a dans les mécanismes de retraite une partie d'assurance pure et une partie, comme on le disait tout à l'heure, de droits non contributifs qui ne sont pas liés, qui viennent ne pas être liés à l'historique de vos revenus au cours de votre vie active. Et donc, si on considère qu'il y a effectivement derrière la solidarité 3 essences ou 3 mécanismes ou 3 définitions de la solidarité, on voit effectivement qu'on ne peut pas le réduire à la question de redistribution et on ne peut pas non plus en enlever la question de redistribution. Alors ensuite, sur l'efficacité, je vais essayer rapidement de donner 4 exemples d'inefficacité. Alors il y en a du côté de la redistribution, un qui est archi connu, qui est celui des aides au logement quand elles font augmenter les loyers et que donc chaque fois qu'on donne 100 euros, jusqu'à il y a quelques années, on pouvait considérer qu'il y avait 80 euros inutiles et 20 euros utiles. Les 80 euros inutiles s'expliquant par des loyers qui augmentaient le plus vite quand ils étaient subventionnés que quand ils n'étaient pas subventionnés. Et on peut élargir le propos en voyant que si on redistribue vers des catégories modestes, mais qui par ailleurs doivent payer plus cher l'accès aux biens essentiels, on subventionne juste ces biens essentiels, mais on ne subventionne pas les pauvres, et donc on perd beaucoup d'argent dans ces mécanismes de redistribution. Et probablement qu'on s'est trop intéressé aux questions de revenus et pas assez aux questions d'accès aux biens ou services, qui fera le lien avec l'intérêt des services publics là-dedans, qui peuvent remplir une partie de cette question, répondre à une partie de cette question. Sauf s'ils marchent mal. Et on a parlé beaucoup les uns et les autres de compétences et d'éducation. Vous avez parlé des données de l'OCDE, celles qui sautent aux yeux, pour mettre de l'eau au moulin de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que quand on est enfant de diplômé d'enseignement supérieur, on a 73% de chances d'être soi-même diplômé de l'enseignement supérieur. Quand on est enfant de parents qui ne sont pas diplômés d'enseignement supérieur, dans ce beau pays comme la France, où l'enseignement supérieur est en grande partie gratuit, l'enseignement secondaire l'est quasiment entièrement gratuit, on a 17% de chances d'être diplômé de l'enseignement supérieur. C'est un des écarts les plus élevés des pays de l'OCDE et une des problématiques la plus forte qui montre une inefficacité de notre système. Troisième mécanisme d'inefficacité, c'est celui qu'évoquait Jean-Luc tout à l'heure. S'il y a un écart trop faible entre le revenu minimum tel qu'il peut être garanti par la nation et le salaire minimum, dans ce cas-là, il y a une augmentation du chômage et des revenus de solidarité qui ne font pas du bien et qui peuvent conduire à l'appauvrissement global de la société. Et donc, on a intérêt à avoir des mécanismes qui combinent les revenus du travail et les revenus de la solidarité plutôt qu'ils opposent les uns les autres. Et c'est effectivement ce dans quoi on s'est engagé depuis maintenant
le milieu des années 90, qu'on a accéléré au milieu des années 2000 et au bout duquel on n'est pas complètement aujourd'hui, même si on a vu qu'on l'a renforcé à l'occasion de la crise des Gilets jaunes avec le renforcement de la prime d'activité. Et puis, je vais vous prendre un quatrième facteur d'inefficacité, celui de la santé. Alors, on peut prendre le mécanisme américain, où on paye beaucoup plus cher pour avoir des performances en matière de santé beaucoup plus faibles, avec un mécanisme peu solidaire qui pèse d'ailleurs sur l'économie, avec des facteurs d'inefficacité absolument considérables, y compris dans la bureaucratie des assurances maladies américaines qui mettent des coûts de transaction très élevés, de la même manière qu'en France, on a des coûts de transaction beaucoup plus élevés dans l'assurance maladie complémentaire qu'on a dans l'assurance maladie de base. Les mutuelles, les assurances santé ont des coûts de transaction incomparablement plus élevés que l'assurance maladie obligatoire, ce qui montre que les services publics peuvent avoir une sorte d'efficacité. Quand on ne peut pas mesurer l'efficacité d'un système de santé uniquement au montant des dépenses d'assurance maladie couvertes par la collectivité, si on prend tous les pays qui ont un taux environ entre 10 et 11%, ce qui est le cas de la plupart des pays européens ou du Japon par exemple, on va trouver des pays dans lesquels il y a une coupure forte entre la médecine de ville et l'hôpital, vont avoir une moins grande efficacité pour une dépense égale. Et donc, si on veut que cette solidarité maladie soit efficace, il y a une grande partie qui repose sur l'organisation de l'offre de soins dans ces pays. Voilà, quelques exemples que je livre au débat et qui recoupent en partie ce qui a été dit par les orateurs précédents. Alors, juste pour quand même rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, est-ce que la crise sanitaire actuelle, vous êtes aux premières loges, est-ce qu'elle vous a fait réfléchir et est-ce qu'elle remet en cause un certain nombre de choses qu'on imaginait sur la solidarité en matière de santé? Absolument. Alors, mais une dont je ne sais pas si vous la connaissez, quand un patient vient à l'hôpital pour un Covid et qu'il a besoin d'un séjour de 3 semaines en réanimation dans les hôpitaux, nous sommes censés lui envoyer une facture de 10 à 15 000 euros. Dans un pays où l'assurance maladie couvre à peu près 80% des dépenses, parce que notre système de ticket dit modérateur, qui a été essayé de faire pour modérer l'abus, est tellement mal fichu qu'effectivement, il ne couvre pas 100% des dépenses d'hospitalisation de patients pour des soins aussi graves qu'un séjour en réanimation. Et un petit gamin de Seine-Saint-Denis qui a une bronchiolite et qui va faire ses 15 jours aussi dans nos services de réanimation pédiatrique se verra adresser une facture du même ordre. Alors cette facture sera peut-être couverte par son assurance maladie complémentaire quand il en a et ne sera couverte par personne. Donc le Covid a montré à plein comment notre mécanisme de solidarité est tel qu'il a été construit après-guerre entre la répartition entre l'assurance maladie obligatoire, l'assurance maladie de base et le ticket modérateur, l'assurance maladie complémentaire, mutuelle, assurance privée ou absence d'assurance maladie, était totalement incompatible avec une idée à la fois de solidarité et de couverture du risque. Et ça, c'est un très beau sujet. Par ailleurs, il est facteur d'une inefficacité considérable. Moi, dans mes hôpitaux, j'ai plus de patients, j'ai plus de personnel qui sont payés pour essayer de recouvrir les droits de mes différents personnels que j'ai de ma sœur kinésithérapeute. Ah oui, en effet. Alors, on va poursuivre justement, on parlait beaucoup d'assurance là. On va poursuivre avec Philippe Barret. Donc vous, je disais, vous dirigez un groupe d'assurance. C'est en fait une mutuelle, hein, donc un groupe très, très particulier. Finalement, là, on donne un peu l'impression que la solidarité, c'est forcément une solidarité d'État.
mais il y a aussi des systèmes de solidarité qui sont privés. C'est ce qu'on appelle notamment les entreprises sociales et solidaires. Donc, dites-nous un petit peu, vous, en quoi est-ce que cette économie sociale et solidaire que vous représentez, elle peut être complémentaire de ce que propose l'État, sans aggraver les inégalités, c'est-à-dire sans la réserver seulement à quelques personnes. Et bonsoir à tous. Je voudrais moi aussi remercier Patrick Artus, puisque tout le monde l'a fait. Moi, je le remercie puisqu'il a été un de mes enseignants à l'ENSAE, donc il a contribué à mon niveau de compétence initial, en tout cas, et éventuellement à l'indigence de celui-ci. Je terminerai peut-être en revenant sur certains des propos de Martin Hirsch, parce que je pense que c'était à dessein qu'il les a proférés. Donc, effectivement, moi, j'ai effectivement deux idées principales. La première, c'est que la solidarité, parfois, se met en place effectivement à d'autres niveaux qu'à un niveau étatique et parfois à la place ou face à des carences de l'État. Et puis la seconde, c'est effectivement de rapprocher le solidarité et assurance, puisque l'assurance est en soi un mécanisme, alors, au moins de mutualisation, et on peut dire aussi dans certains cas de solidarité. Alors, sur le premier point, je me référerai à l'exemple qu'a cité Antoine Bozio et qui concerne directement le groupe Apicil. Effectivement, lorsque les assurances sociales se sont mises en place dans les années 30, il s'agissait de couvrir un aléa de la vie, fort malheureux, qui était celui de survivre vieux et de ne pas être en état de travailler. Et cet aléa, les lois le couvraient, mais pas tout le monde. Et c'est ce qui a donné naissance à Apicil, c'est ce qui a donné naissance ensuite à la GIRC, par exemple, donc à des systèmes professionnels, donc là en l'occurrence les ingénieurs, les cadres, qui à un moment donné, dans le cadre de négociations avec les employeurs, ont mis en place des mécanismes qui venaient compléter des éléments qui n'étaient pas pris en charge par l'État. Et ceci est toujours vrai aujourd'hui, hein, la négociation de branche ou la négociation collective à l'intérieur des entreprises est un mécanisme qui permet d'avoir une solidarité donc restreinte, hein, en termes de périmètre, mais dans un certain nombre de cas plus adapté à une situation particulière, ou qui complète quelque chose qui est considéré comme un socle, mais qui peut être jugé insuffisant dans certains cas. Alors, c'est vrai que ça peut être aussi un facteur d'inégalité, puisque si toutes les entreprises ou tout le pays ne bénéficie pas de ces systèmes supplémentaires, ça génère aussi des inégalités entre les citoyens. Et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, là, je m'adresse aux retraités, notamment lyonnais, qui nous regardent. Ils ne reçoivent pas seulement un chèque de l'État, mais souvent, ils reçoivent aussi un chèque d'Apicil au titre de la GIRC Arco, au titre de la retraite. Hein. Donc, la part, juste pour rappel, hein, la part de l'État dans les retraites, c'est 60% à peu près, et la GIRC Arco représente environ un tiers. Donc, il y a la part financée par ces régimes qui sont assis principalement sur les revenus du travail est quand même très significative en France. Après, donc le second point, c'est l'assurance en tant que mécanisme de solidarité, puisque c'est la base de son fonctionnement. Et donc, en tout cas en France, quand on cotise à une complémentaire santé, effectivement, le diabétique ne cotise pas pour le non-diabétique, mais il s'agit effectivement d'assurer une collectivité qui a décidé de s'assurer par un biais ou par un autre,
pour que ceux qui sont frappés par l'aléa bénéficient d'une prestation et ceux qui ne sont pas frappés par l'aléa n'en bénéficient pas. Alors après, donc, oui, j'en viens quand même peut-être en quelques mots sur les aspects complémentaires santé. Il y a un sujet sur lequel je partage tout à fait le point de vue qui a été évoqué par Martin Hirsch, c'est sur l'inefficience globale du système et qui vient, je suis d'accord avec ça, pour partie, voire pour beaucoup, de la répartition qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui entre assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire. Par contre, je me permets de contester l'inefficacité des complémentaires. Là aussi, ça dépend de comment on fait les calculs. Si on fait les calculs de coûts, on va dire, par tête assurée, à ce moment-là, on s'aperçoit que les coûts sont à peu près identiques, voire en faveur des complémentaires ou de certaines d'entre elles, puisqu'il y a des très grosses disparités aussi dans les coûts des complémentaires. Et il ne faut pas oublier que les assurances complémentaires s'exercent sur un terrain concurrentiel, et donc il y a des coûts d'acquisition que n'a pas l'assurance maladie obligatoire, qui par définition est obligatoire. Mais je pense que le sujet, il est quand même beaucoup dans la définition des rôles respectifs des uns et des autres. Et si c'était plus clair, un peu plus segmenté, je pense qu'effectivement, il y aurait des gisements d'efficacité assez puissants là-dedans. Et puis peut-être pour terminer sur le caractère un peu spécifique du fait d'être une entreprise, mais relevant du secteur de l'économie sociale et solidaire. Bon, l'assurance, c'est un mécanisme de mutualisation, mais ce n'est pas un mécanisme solidaire au sens moral du mot solidaire, mais ce qui n'empêche pas de pouvoir avoir des actions à ce titre, et en particulier les structures de l'économie sociale qui ont une gouvernance par leurs clients et qui n'ont donc pas d'objectif de rémunération du capital, ou en tout cas de leurs actionnaires, ont en général une activité qui est vraiment solidaire, c'est-à-dire au sens elle est désintéressée et en dehors de l'objet social, et elles l'ont assez fortement démontré pendant la crise, hein, que ce soit à l'égard des clients. Là aussi, je me permets juste de citer des exemples qui concernent Apicil. Nous sommes assureurs en complémentaire santé et prévoyance des intérimaires. C'est une population qui a été instantanément et très fortement touchée par la crise en étant privée de revenus de manière assez instantanée. Des fonds de secours ont été mis en place par les assureurs qui couvrent ces populations, dont Apicil. Ou si je prends un autre exemple lyonnais, les hospices civils de Lyon manquaient de matériel, et les acteurs lyonnais, dont Apicil, ont permis de financer les respirateurs qui manquaient. Donc là, c'est pas des clients, c'est la vraie solidarité des intéressés. Voilà. Donc le point, c'est, je pense qu'il faut le laisser. Tout ne peut pas être pris par l'État. Il faut laisser ces espaces de solidarité subsidiaire qui peuvent s'exercer à des niveaux géographiques, professionnels, ou en tout cas sur d'autres bases que le national. Merci Philippe Barret. Alors, pour poursuivre notre investigation dans le sujet, j'aimerais bien qu'on revienne, alors Martin Hirsch a un peu défloré le sujet, mais sur cette notion d'efficacité ou d'inefficacité. Qu'est-ce que ça veut dire une société efficace pour vous? Alors, Patrick Artus, comment ça se mesure l'efficacité d'une société? Oui, j'ai plutôt envie de parler de l'efficacité de l'État, mais on peut de l'État peut-être, oui. Oui. Et je vais commencer par l'État, puis après je conclurai sur quelques pistes sur la société. C'est quand même extrêmement compliqué cette notion d'efficacité de l'État. Il me semble qu'il y a 4 critères
de l'État. Et on voit que dans le cas français, ces 4 critères, d'ailleurs, posent tous les 4 problèmes. Le premier, c'est que il faut que l'argent public dépensé génère un service public de qualité et efficace. Alors, je ne reviens pas sur la santé, Martin en a largement parlé. Prenons le système éducatif français. Il est un peu plus cher en termes de poids dans le PIB que les systèmes éducatifs des autres pays, avec une performance qui est évidemment plus faible. La fameuse catégorie épouvantable des NEETs, en bon français, des jeunes déscolarisés sans emploi, oscille entre 16 et 18% des jeunes. Et c'est une proportion qui est bien supérieure à celle de la moyenne de l'OCDE ou des pays les plus performants, avec une dépense de public d'éducation qui est un peu plus élevée que dans la moyenne des autres pays. Donc il y a un premier critère qui est d'efficacité de l'usage de l'argent. Le second critère, c'est un critère allocatif, c'est qu'il faudrait que l'efficacité marginale de l'argent public soit égalisée entre les différentes utilisations de l'argent public. Alors, je pense qu'on en est très loin. Ça veut dire, par exemple, que quand on met 1 euro de plus dans des dépenses, je prends des exemples complètement au hasard, de collectivités locales, ça a la même efficacité que quand on met 1 euro de plus dans l'hôpital, par exemple. Et je pense que ce travail n'est absolument pas fait, c'est-à-dire un travail qui permettrait de regarder où est l'efficacité marginale la plus élevée de l'argent public et de réégaliser. Je pense qu'aujourd'hui, on a des endroits où il manque cruellement de moyens et des endroits où on dépense beaucoup avec une efficacité faible. Le troisième sujet, c'est la productivité de l'État. La productivité de l'État, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué comme sujet parce qu'on ne sait pas la mesurer. On n'a pas de mesure objective de la productivité de l'État. Je vous suggère un calcul qui est le calcul suivant. Vous rapportez les dépenses publiques hors salaire des administrations publiques au nombre d'emplois dans les administrations publiques. Donc, c'est une mesure qui est en gros le nombre d'euros gérés par chaque agent du service public. Et vous voyez que si vous faites ce calcul, qui est très indicatif, le niveau de cette mesure de la productivité est en France 20% plus basse qu'en Allemagne, par exemple, et 10% plus basse que dans la moyenne des autres pays de l'OCDE. Donc, il me semble qu'il y a un vrai travail donc on a toujours essayé de commencer depuis très longtemps en France, qui est de fabriquer vraiment une mesure de la productivité de l'État et qui reste toujours à faire. Et puis la dernière chose, c'est que l'État doit, dans ses politiques publiques, donner les bonnes incitations. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui effectivement est compliqué. Par exemple, il faut donner la bonne incitation sur le travail pour que les individus aient des bons choix, dans le domaine climatique. Et on voit que l'État le fait assez mal. On a une situation où le prix du CO2, par exemple, ne reflète absolument pas le coût du CO2, donc on n'a pas d'incitation correcte dans le domaine climatique. On n'a pas d'incitation pour les jeunes à aller dans les filières d'éducation qui assurent des débouchés. Et il faut d'ailleurs voir qu'il peut y avoir un conflit ici entre incitation et solidarité. Dans la réforme de l'UNEDIC, qui est quand même quelque chose qui est assez exemplaire de ce point de vue, quand on essaie, par exemple, de faire disparaître les situations où des individus travaillent 15 jours, par exemple, puis sont à Pôle emploi 15 jours, puis retravaillent 15 jours, on met une incitation pour faire disparaître ce type d'emploi. Et on s'aperçoit dans les crises que les personnes qui avaient ce type d'emploi, du coup, souffrent énormément si effectivement on faisait cette réforme. Donc, il peut y avoir une complication dans la mise en place des incitations quand on essaie en même temps de maintenir de la solidarité. Alors, voilà. Donc, je pense qu'il faut prendre toutes ces mesures. L'État français n'est pas formidable de ces différents points de vue. Je crois que le service, l'efficacité est assez mauvaise. Et je vais revenir sur l'éducation une seconde. On a ce problème des jeunes qui sortent du système éducatif sans diplôme. Il y a un autre problème dont on parle moins, c'est le déclassement des diplômés. Dans les enquêtes qui sont faites maintenant depuis des années, on s'aperçoit qu'entre 20 et 30% des jeunes diplômés sont déclassés, c'est-à-dire ont des emplois qui ne correspondent absolument pas au diplôme qu'ils ont obtenu, que ce soit une licence ou un master. Donc, il y a cette notion d'efficacité, il y a la notion d'allocation de l'argent public, il y a la notion de productivité globale de l'État et il y a la notion d'incitation. Alors, juste 2 choses pour finir.
il y a des domaines où les économistes n'ont rien à dire. Je voudrais redire un mot des retraites. Nous dépensons en France 14% du PIB dans les retraites publiques. La moyenne des pays européens, c'est 10%. Donc nous dépensons 4 points de PIB de plus que les autres dans les retraites publiques. Une grosse moitié de ça venant de l'âge de départ à la retraite. Un peu plus de 62 ans en France et plus de 64 ans dans les autres pays européens. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux dire, le mouvement d'économistes est de dire cet argent serait mieux utilisé dans des investissements publics, dans l'éducation, dans la santé, dans les nouvelles technologies, pour soutenir les entreprises qui font le plus de recherche. Est-ce qu'on doit le faire? Donc, il y a une question toujours du choix entre les choix de la société. Quand on fait des enquêtes, les Français ne souhaitent pas partir plus tard à la retraite. Et pourtant, nous savons qu'on utiliserait mieux cet argent ailleurs, hein, dans d'autres postes de dépenses publiques. Donc, cette question peut être compliquée. Alors, je finis, Philippe, sur qu'est-ce que c'est plus globalement que l'efficacité de l'État? Qu'est-ce que c'est que l'efficacité de l'économie? Je pense, même si c'est la croissance, tout simplement. Ouais, je ne pense pas que ce soit la croissance. Moi, je pense que c'est la productivité globale des facteurs en mettant dans les facteurs l'énergie. Une économie efficace, c'est une économie qui mélange le capital, le travail et l'énergie ou les matières premières de façon efficace, c'est-à-dire pour les mêmes quantités du capital, du travail et de l'énergie qui fabriquent le plus possible de valeur ajoutée. Et c'est ça, une économie efficace, à mon avis, ce n'est pas lié avec la croissance, c'est lié donc à l'efficacité de l'utilisation des facteurs de production. Il faut mettre l'énergie, bien entendu, parce que sinon on a des économies qui peuvent être très intenses en énergie, en matières premières. Le problème, hein, comme vous savez, c'est le déclin tendanciel de la productivité globale des facteurs. Hein, même quand on met l'énergie, ce qui améliore un peu les choses, parce que la productivité du facteur énergie, elle, s'est améliorée puisqu'on fait des économies. Hein. Mais même si on met 3 facteurs de production depuis 30 ans, dans les pays de l'OCDE ou en France, hein, on a un déclin tout à fait considérable de la productivité globale des facteurs. Elle est aujourd'hui de moins de 1% par an. Hein. Il y a 30 ans, elle était de 3% par an. Et ça, c'est un déclin considérable de l'efficacité de nos économies. Hein. En utilisant les mêmes quantités des 3 facteurs de production, on a moins d'amélioration de la production. Et il y a beaucoup de débats entre économistes pour savoir d'où ça vient. Je finis sur les 2-3 pistes très vite. Hein. Il y a une piste qui est la perte d'efficacité de la recherche. Il faut, pour trouver un médicament ou un baril de pétrole ou pour améliorer les microprocesseurs, il faut de plus en plus d'argent. Et puis, il y a une piste qui est le désajustement entre les compétences des individus, de la population et les besoins de compétences, hein, de l'économie. Et puis, il y a une piste qui est la composition du capital, hein, qu'on aurait du capital, mais qu'une partie faible seulement de ce capital serait suffisamment moderne, technologique, sophistiquée. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes devant ce défi-là, c'est que si on mesure de cette manière l'efficacité des économies, elle a constamment décliné depuis 30 ans. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément la création de richesse mesurée par le PIB qui est un indice de... Non, à mon avis, c'est l'efficacité dans l'utilisation du travail. La productivité de l'État, quoi. Enfin, de l'État. Et l'État, c'est peut-être un 4e facteur de production, j'en parlais avant, dont il faut aussi améliorer la productivité. Alors, Élise Villery, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et qu'est-ce que serait une société efficace et peut-être à la fois solidaire et efficace? Ce qui m'embête beaucoup dans ce qui vient d'être dit, c'est que tout est ramené effectivement en termes de productivité, de valeur ajoutée. Et je pense qu'on s'est un peu perdu en partie pour des problèmes de mesure. En fait, on a un peu perdu le sens de départ de l'action de l'État et de la question de l'efficacité de l'État. Si on reprend nos cours d'économie publique avec au fondement les gens comme Pareto, Jevons, Edgeworth, où on pensait quelle était la façon optimale d'allouer les ressources, on ne parlait pas de valeur ajoutée, de revenus ou de croissance, on parlait de bien-être, on parlait de bonheur. Et alors, la difficulté est née sûrement au fait qu'au XXe siècle, quand on est sorti de la théorie, on a voulu commencer à mesurer les choses empiriquement.
finalement, on n'avait absolument pas les outils pour mesurer le bien-être d'une société qui doit pourtant être le critère d'action de l'État et d'efficacité auquel est jugé l'État. Et on a développé des outils de mesure de valeur ajoutée, donc évidemment le PIB, des mesures de revenus. Donc, c'est comme si la pensée de l'efficacité de l'État s'était fait avaler par l'outil statistique que cette pensée utilisait. Alors qu'en fait, je ne dis pas que le revenu n'est pas une dimension importante du bien-être, mais enfin, on est quand même d'accord que ce n'est pas du tout la seule dimension importante du bien-être. Et donc, cette absorption de la pensée dans l'outil de mesure qui sont des outils qui sont des mesures monétaires me paraît extrêmement préoccupante. Et si l'action publique n'est guidée que par ces questions monétaires, effectivement, je crois qu'on rate profondément ce que c'est que l'efficacité d'un État. Alors, il y a un réveil quand même au XXIe siècle grâce justement à une amélioration de l'outil de mesure qui commence à redévelopper des capacités à mesurer, enfin à se poser la question de comment mesurer le bien-être, comment mesurer le bonheur des gens. Et on a vu par exemple la commission Stiglitz qui a commencé à réfléchir à vraiment pouvoir développer des outils de mesure auxquels on puisse mesurer l'efficacité d'un État qui ne soit pas le PIB, qui ne soit pas uniquement des questions monétaires. Easterlin avait mis en évidence il y a bien longtemps, en 1974, qu'il y a quand même une déconnexion assez importante entre le revenu des ménages et leur niveau de bonheur et de bien-être. Donc, il faut quand même se préoccuper que l'action de l'État ne soit pas complètement absorbée par cette question de la productivité, de la valeur ajoutée et du revenu. Et si on repart de l'action de ce critère d'efficacité, qui devrait n'avoir jamais disparu finalement, qui est le bien-être d'une société, dans ce cas-là, on voit beaucoup mieux aussi pourquoi la solidarité va être un facteur extrêmement important, parce qu'on voit bien que dans le bien-être, il y a le revenu, mais il y a évidemment la qualité des relations sociales, il y a des dimensions de sécurité, de ne pas être face à des risques trop importants par rapport à l'emploi, par rapport à la santé. Donc, toute la dimension protectrice dont on a parlé beaucoup quand on a défini la solidarité va être très, très importante pour augmenter le bien-être si la sécurité et l'absence de risque fait partie du bien-être, et ça a été démontré que ça fait partie du bien-être. Le sentiment de justice fait partie du bien-être. On a vu avec, je prends l'exemple de la réforme de l'ISF, qui peut-être avait des bonnes, encore que ça n'a pas été démontré d'après les récentes évaluations, mais si tant est que la réforme de l'ISF avait un impact en termes de revenus grâce à un retour de l'investissement et donc d'emploi, si tant est que c'était vrai, est-ce que ce serait le seul critère auquel on devrait juger cette réforme, si tant est que les citoyens ont le sentiment qu'il est injuste et que l'injustice, le sentiment de justice sociale ou d'injustice sociale, fait entièrement partie du bien-être. Donc, on voit bien que est-ce qu'on mesure l'efficacité à l'aune du PIB, de la valeur ajoutée, de la productivité des revenus ou du bien-être, va absolument changer la façon dont l'État agit, parce que justement, il va incorporer dans des critères d'efficacité des éléments de sécurité, des éléments de justice sociale, des éléments de santé. Et là, évidemment, la crise en est un bon exemple. Être en bonne santé, c'est évidemment peut-être le point numéro 1 dans le bien-être avant de gagner tant ou tant d'euros par mois. Donc voilà, donc ça me paraît très important de revenir à cette définition qui est la définition au départ et de ne pas se laisser avaler par l'outil de mesure qui est celui qu'on utilise depuis 1945, qui est le PIB. Donc ça veut dire que finalement, taxer les autres, ça peut être une façon de leur donner du bien-être? Alors, on va y venir parce qu'on va voir tout à l'heure, je pense que je vais laisser le débat sur est-ce que taxer
Oui, un peu on va en être un parler. frein à l'efficacité ou au contraire un facteur d'efficacité. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que déjà sur le critère, il faut effectivement avant tout penser en termes de bien-être et pas en termes uniquement de revenus. Et donc, ça a fait effectivement revisiter pas mal de choses sur la façon dont on voit la taxation, la redistribution, la protection sociale, tous ces éléments de solidarité dont on a parlé. Alors, Jean-Luc Tavernier, vous êtes un petit peu sur le banc des accusés, là. On est absorbé par l'instrument statistique. En plus, vous n'avez pas les bons indicateurs. Donc, quand est-ce que vous nous sortez un indicateur de bien-être? Ah, ben là, vous tombez bien, j'ai une bonne ligne de défense, hein. Alors, d'abord, je ne sais pas ce que Élise entend par l'absorption de la pensée, par le diktat des dimensions monétaires, mais franchement, il y a un côté un peu surréaliste là, cette année, à dire que le PIB est l'alpha et l'oméga de tout et que tout est dicté par la recherche de la croissance et de l'augmentation de la richesse. Dire ça cette année, c'est quand même un peu gonflé, alors qu'on a congelé à 2 reprises l'économie en ayant au final une estimation qu'on a sortie hier qui sera autour de moins 9 points de PIB. Bon, je ne crois pas que ça soit le PIB qui soit l'alpha et l'oméga. Je ne crois pas non plus que les hommes politiques pensent que c'est la croissance qui fait toutes les élections. Alors, ceci dit, à une vache près, le PIB, c'est l'ensemble des revenus dans l'économie. Et aussi longtemps que les gens aspirent à augmenter leurs revenus, et c'était encore il y a 2 mois, 18 mois, très, très patent. On a quand même intérêt à regarder comment évolue globalement le revenu de l'économie, ce qu'on peut distribuer, et ensuite, bien sûr, comment on le distribue. Parce que cette idée que le PIB, qu'il y aurait une dictature du PIB, je trouve que les instituts statistiques sont les premières victimes parce qu'ils font tellement d'autres choses, surtout depuis la commission Stiglitz-Senfitoussi, mais ça avait commencé avant, la commission que Élise a citée. D'abord, on explique que c'est le PIB par tête qui compte et pas le PIB global. Il faut tenir compte de la démographie, on l'oublie souvent. D'autre part, on n'arrête pas de documenter la manière dont le revenu est distribué. On parle tout autant de distribution de revenus, de distribution de patrimoine, d'égalité des chances, j'en parlais, qu'on parle globalement des moyennes et de la croissance globale. Et puis, on s'est mis aussi à mesurer le bien-être subjectif. Donc, on a des enquêtes où on demande aux Français, sur une échelle de 0 à 10, comment vous estimez votre bien-être. Bon, le problème, mes amis, c'est que ça n'intéresse personne. Donc ça, ces publications, elles n'intéressent personne. Donc je vous renvoie la balle. Je vais citer un exemple. Après le mouvement des Gilets jaunes, moi j'avais demandé aux équipes de l'INSEE de faire une publication pour regarder quel était le niveau de bien-être comparé dans les différentes zones géographiques, l'urbain, le périurbain, le rural, etc. Qu'est-ce que ça montrait? Une étude sortie en janvier 2019. Ça montrait qu'il y avait guère de différence et que s'il y en avait une, c'était au désavantage de l'agglomération parisienne. Bon, c'est sans doute pas ce qu'on avait envie de lire, ça n'a été quasiment pas repris. C'était une étude sur le bien-être qui utilisait ce qu'on avait comme information dans nos enquêtes, qui était quelque chose d'assez intéressant, qui documentait un phénomène intéressant et qui a été très peu repris. Moi, j'ajoute qu'on a des tas de batteries d'indicateurs. Il y a, dans la mandature précédente, il y a une proposition de loi d'une députée Vassas, qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, et je crois aussi par le Sénat, et qui a dit qu'il faut que chaque année, on commente 11 indicateurs de développement durable, qui ne limitent pas la croissance, mais qui regardent le développement durable dans toutes ses dimensions. Ces 11 indicateurs, on les documente, ils existent. Je ne crois pas qu'il y ait eu un seul débat sur ces 11 indicateurs depuis que la loi a été votée. L'ONU a accouché d'indicateurs de développement durable. Hélas, il y en a 250, un peu plus de 250. Ça fait beaucoup. On a essayé de faire le tri. Nous, on a considéré en France qu'il y en avait 100 qui pouvaient être pertinents. Tout le monde s'en fiche, tout le monde s'en moque, ça n'a intéressé absolument personne. Et tout ça, on le fait dans l'Institut statistique. Alors, moi, me dire que je suis responsable parce que je ne parle que de PIB, c'est quelque chose, vous avez vu, qui m'indigne. Alors, récemment, on est allé un cran plus loin. Parce qu'on voit bien qu'il faut se mettre sur ce terrain de l'indicateur synthétique, même si ce n'est pas ce que la commission Stiglitz-Fitoussi, il y a quelque chose d'un peu irénique, angélique ou naïf à imaginer que tout va se résumer à un indicateur synthétique. Mais on a quand même fait un indicateur de PIB ressenti, corrigé des inégalités.
c'est pas très compliqué, hein. Le bien-être, il augmente avec le revenu, mais à partir d'un certain niveau de revenu, il n'augmente plus tellement. En d'autres termes, la courbe est concave. Et donc, on voit bien que quand la croissance profite surtout aux hauts revenus ou aux très hauts revenus, elle va peu améliorer le bien-être. Quand elle bénéficie à tous de façon homogène, elle va s'améliorer d'un accroissement du bien-être. À cette aune-là, donc on a fait cet indicateur, on a regardé ce que ça donnait, on a comparé d'un pays à l'autre. À cette aune-là, la meilleure performance apparente des États-Unis, un peu moins forte déjà en PIB par tête qu'en PIB global, disparaît complètement quand on fait ce PIB corrigé des inégalités. Cette publication n'a eu aucun écho, quasiment, sauf un article moqueur dans un journal satirique de la part d'un journaliste qui est parfois plus inspiré et qui n'a visiblement pas compris ce qu'on cherchait à faire. Voilà, donc vous voyez, non, là je me sens absolument pas coupable, hein, vraiment pas coupable. Mais réfléchissons à pourquoi on veut toujours schématiser les choses, simplifier, imaginer que et quand même se complaire dans une certaine facilité à ne regarder qu'un seul indicateur. Ce n'est pas ce que les instituts statistiques produisent. Ils produisent une immense diversité, pas seulement en France, pas seulement l'INSEE, tous, une immense diversité d'indicateurs. Il suffit de les utiliser et d'aller regarder. Bon, alors on a compris, vous faites votre boulot, vous avez plein d'indicateurs, mais ils ne sont pas suffisamment utilisés. Alors, pour poursuivre la discussion, Antoine Bozio, vous faites de l'évaluation. Vous avez sorti une formidable étude il y a 2 jours sur les conséquences de la crise sanitaire. Donc, vous êtes tout à fait dans cette mouvance à la fois d'essayer de trouver des bons indicateurs et puis d'essayer de les médiatiser, hein, si je veux dire, en tout cas d'en faire, de les porter à la connaissance. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce débat? Est-ce que finalement, on cherche trop le principe universel qui va nous dire que les gens sont heureux alors que c'est finalement peut-être une décision individuelle? Ou comment vous voyez ce débat et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses? Pour revenir sur vraiment la question là, de l'efficacité, qu'est-ce que c'est et comment on peut essayer de la mesurer. Donc, je pense que je ne crois pas qu'il y a vraiment d'opposition là entre Jean-Luc Tavernier et Élise Huillery. C'est-à-dire qu'Élise a raison de dire que d'un point de vue de qu'est-ce qu'on cherche dans l'efficacité, c'est qu'on cherche bien, et c'est vraiment une mesure d'essayer de maximiser le bien-être. Et dans le bien-être, il y a le revenu. Il n'y a pas que le revenu, ce que disait Patrick Artus, il y a aussi la productivité, c'est-à-dire qu'il y a combien on a de revenus pour combien d'efforts, des facteurs de travail, mais du capital, de l'énergie, de choses qu'on peut exploiter pour permettre d'avoir des biens et des services. Le fait d'avoir des biens et des services. Et on peut le voir ça d'une façon globale. D'ailleurs, on fait la somme de tout ce qu'on produit de biens et services, des revenus, ça va être le PIB, mais comme disait Jean-Luc Tavernier, évidemment, pour le bien-être, si une seule personne a tout et puis tous les autres n'ont rien, le bien-être collectif, il ne va pas être le même que s'il y a une répartition différente. C'est ça, la solidarité et l'efficacité, comment du coup elles se traduisent. Elles se traduisent d'une certaine façon qu'on a un objectif pour favoriser un bien-être collectif où il y a quand même une répartition de l'accès à ces revenus, biens et services à consommer qui soit juste, selon des critères de justice sociale, et la question de savoir comment on fait pour faire en sorte que le gâteau soit le plus important possible, prenant en compte le fait qu'on cherche à avoir un partage juste. Alors, cette tension-là, elle existe en fait sur toutes les politiques publiques. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir, et c'était les exemples qu'avait donné Martin Hirsch tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut avoir des politiques publiques qui sont efficaces en termes de solidarité, c'est-à-dire qu'on vise à avoir un meilleur partage et on le fait bien, et d'autres où en fait on vise à avoir un partage plus efficace et puis ça conduit à réduire tellement le gâteau qu'en fait on est moins bien que dans la situation préexistante. Alors pour donner des exemples quand même un petit peu parlants, alors Martin on avait parlé, on a donné plusieurs exemples qui sont, je ne vais pas reprendre les mêmes parce que les allocations logement, c'est quelque chose aussi on a beaucoup parlé, le RSA. Mais prenons un exemple où on sait quelque chose qui a très bien marché dans beaucoup de pays.
en termes de politique publique, qui a à la fois une visée de solidarité et qui marche assez bien, c'est l'investissement en fait dans les jeunes enfants. Des politiques, on va dire, éducatives visant les jeunes enfants dans des situations des familles, souvent de pauvreté, de précarité, investir sur ces jeunes enfants par de l'éducation, dès le plus jeune âge, des aides, y compris aux parents. À chaque fois qu'on a pu faire des évaluations, ça a des effets très positifs, qui sont non seulement très positifs à court terme, mais qui durent très longtemps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met 1 euro d'argent public dans ce type de politique, en fait, on reçoit, d'après ce qu'on peut calculer en termes d'impact sur l'insertion sur le marché du travail, sur tout le suivi de la vie, du nombre d'impôts que vont payer ensuite ces futurs citoyens, en fait, c'est rentable. Et là, c'est des exemples assez clairs de politiques qui, en fait, on devrait tous être d'accord. Même si vous n'aimez pas beaucoup les pauvres, quelque chose qui vous donne un rendement d'investissement qui fait que vous aurez plus de concitoyens pour vous payer tous les services publics, ça devrait rassembler tout le monde. Et à l'inverse, on a d'autres politiques où on vise à faire une intervention qui peut être un objectif de solidarité, et puis ça a des effets qui peuvent être non intuitifs, pervers, voire complètement défavorables. Donc là, c'était les exemples sur les allocations au logement, sur l'incitation au RSA, qu'avait pris Martin. Peut-être pour revenir sur le RSA, pour bien comprendre la mécanique, si jamais vous dites à tout le monde, imaginons que notre bien-être n'est fait que par des carottes. Bon, pour simplifier, on produit des carottes et on est tous à produire des carottes. Imaginons qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'arrivent pas, ils sont trop fatigués, ils ont des problèmes, ils ont un handicap, ils n'arrivent pas à produire des carottes. On n'aimerait pas les laisser mourir de faim. Donc on peut faire une politique, on dit tout le monde a droit au même nombre de carottes. Et si on fait ça, il y a plein de monde qui va dire moi j'arrête de produire des carottes. Si je reçois mes carottes de l'État, il n'y a pas besoin que je travaille. Et donc on aura moins de carottes. Mais peut-être pas assez de carottes pour tout le monde. Donc du coup, ça c'est inefficace parce qu'on n'a pas assez à la fin, on n'a pas réussi à ce qu'on voulait faire. On voulait faire en sorte qu'on favorise ceux qui n'ont pas réussi à pouvoir produire ces carottes pour qu'ils aient suffisamment à manger, mais tout en faisant en sorte qu'on produise toujours assez de carottes. Et c'est dans cet arbitrage entre l'efficacité, parce qu'on veut quand même qu'il y ait le maximum de biens et services qui soient produits et qu'il n'y ait pas de phénomène de désincitation, d'abandon, de manque de production d'une certaine partie dans l'économie, qu'on doit observer exactement, précisément, quelles sont les conséquences. Alors, pour revenir à votre question, pourquoi l'Institut des politiques publiques, pourquoi on a essayé de faire l'Institut des politiques publiques? C'est parce qu'il y avait quelque chose où en France, on n'avait pas encore atteint en termes de recherche appliquée ce qui était fait dans d'autres pays, d'évaluer les politiques publiques une par une pour essayer de savoir, et ça rejoint ce que disait Patrick Artus dans son intervention, c'est-à-dire que pour savoir est-ce que l'État est efficace ou comment faisons-nous faire pour améliorer sa politique, il faut commencer à mesurer là où on met de l'argent, puis c'est pas très efficace, là on en met, c'est très efficace pour pouvoir faire ses choix. Et pour ça, il faut mesurer, il faut essayer d'évaluer dans quelle mesure, telle intervention. Et là, il y a différents types de méthodes qui ont été mises au point pour essayer de savoir est-ce que lorsqu'on met 1 euro d'argent, quelles sont les conséquences et est-ce que ça atteint bien les objectifs qu'on s'est donnés. Alors, pour donner un exemple qui va plaire à Patrick Artus, dans les récents travaux qu'on a fait à l'IPP, pas forcément ceux-là présentés avant-hier, mais récemment, on a essayé d'évaluer la question très épineuse de savoir la taxation des revenus du capital. Il y a eu de fortes évolutions dans les différents quinquennats, les récents quinquennats. Le quinquennat de François Hollande avait essayé d'aligner la fiscalité du capital et du travail en intégrant les revenus du capital dans le barème de l'impôt progressif. À l'inverse, le quinquennat actuel avait décidé de revenir à une taxation forfaitaire, c'est-à-dire au même taux des revenus du capital. Qu'est-ce qui est le mieux? On sait assez bien, qui a été documenté par l'INSEE, l'INSEE rassurer Jean-Luc Tavernier du fait qu'on est tous conscients des travaux très à propos et toujours très utiles de l'INSEE, a montré que les plus hauts revenus, qui ont plus de revenus du capital, bénéficiaient relativement plus de ce type de mesures. Alors, c'est pas juste, mais est-ce que c'est efficace? L'idée, c'était dans le débat politique, c'est dire oui, mais peut-être que si en taxant moins ces hauts revenus et les revenus du capital, on aura plus
d'épargne, plus d'investissement, plus d'emplois, plus de création de richesse et finalement peut-être moins de chômage, moins de pauvreté. Et dans un monde, si on pouvait comparer un monde où finalement on taxe un peu moins le capital, mais qu'on a plus d'emplois, plus de production, c'est peut-être beaucoup mieux, moins d'inégalités, qu'un monde où on taxe plus le capital. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé de regarder qu'est-ce qui s'est passé en 2013 lorsqu'on a fait cette réforme et qu'est-ce qui s'est passé en 2018. Alors, d'un côté du caractère, en 2013, on voit une grande baisse vraiment bien mesurée des personnes qui ont eu un supplément de taxation du dividende. Pas de versement de dividende. Donc, en fait, l'impôt supplémentaire en 2013 n'a pas rapporté d'argent. En fait, il a même coûté de l'argent à l'État. Donc, c'est pas efficace du tout. Mais par contre, l'investissement n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'est-ce qui s'est passé? Une grande partie des personnes qui ont été vues cette augmentation de taxation, elles ont gardé leur argent dans les entreprises, en partie accumulé. Il n'y a pas de versement de dividendes, pas eu d'impôts, donc moins de recettes fiscales. Donc, ce n'est pas très efficace, mais en même temps, leurs choix d'investissement n'ont pas été modifiés. En 2018, qu'est-ce qui s'est passé avec la baisse de l'impôt? Il y a eu augmentation du nombre de dividendes, un peu plus de recettes. Mais par contre, on ne voit toujours pas l'investissement repartir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le débat, il est compliqué. Parce qu'on a quand même un arbitrage entre efficacité, solidarité, sur quel est le niveau de contribution qu'on peut avoir des plus hauts revenus et quel est l'impact qu'on peut mesurer sur le tissu productif, sur l'investissement, sur finalement un potentiel de faire croître ce panier-là. Et ça, ce sont des questions qu'on doit à chaque fois aborder de façon assez précise, parce que d'une certaine façon, si vraiment il y a un impact de ce type de politique sur l'investissement et sur la croissance, en fait, ça devrait faire consensus. Si vraiment on voit qu'en fait, y compris les plus pauvres peuvent bénéficier de ces aspects-là, mesurons-le et puis partageons-le. Si à l'inverse, ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a quand même des choix du niveau de redistribution, du niveau de contribution des uns des autres, qui doivent être posés et qui sont aussi des choix qui sont au cœur finalement du débat démocratique sur le degré de solidarité et l'arbitrage qu'on peut faire entre solidarité et efficacité. Et je crois que c'est des exemples, on peut en prendre d'autres où il y a des façons de faire de la solidarité efficace, il y a des façons de la faire qui est très inefficace et du coup qu'on ne devrait pas faire. Et pour arriver à faire rentrer un processus dans un cadre démocratique, parce qu'il y a bien un choix politique, il faut arriver à se donner les moyens d'observer, mesurer. Je crois que la devise de l'INSEE, c'est mesurer pour bien comprendre, hein, si Jean-Luc Tavernier peut me corriger, mais et fondamentalement sur arriver à bien mesurer l'impact des politiques publiques, c'est aussi se donner les moyens de vraiment faire un choix démocratique sur quels sont les arbitrages, qui sont des vrais arbitrages de choix politiques, philosophiques, et qu'est-ce qui est plutôt de la compréhension de l'impact de différentes politiques sur justement la croissance, le bien-être, la distribution de l'accès à des biens et des services qui doivent être d'une certaine façon, au vu de l'idéal de justice sociale qu'on se fait, répartis d'une certaine façon. Martin Hirsch, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que, à la fois sur cette idée de l'instrument et puis également sur ce problème de différence entre le choix et puis la mesure? Alors, ça m'inspire plein de choses sur la question d'efficacité ou d'inefficacité. J'avais commencé à l'aborder tout à l'heure et puis on a vu à travers Patrick, Élise et Antoine des questions sur la macro-efficacité. Je vais revenir un peu en micro-efficacité. Il y a dans nos mécanismes de solidarité des aspects d'inefficacité qui sont évidents. Un, la complexité des acteurs qui se mêlent de solidarité et qui est un non-choix français de donner un peu de compétences aux uns et aux autres. Et vous regardez ce qui se passe pendant la crise Covid, si on arrive à comprendre ce qui relève des villes, des régions, de l'ARS, du préfet, de l'État central, etc., on a vu des éléments absolument caricaturaux de non-efficacité, parce qu'on était plutôt à se battre les mêmes sujets. Il n'était pas très compliqué de dire peut-être telle région s'occupe des masques, c'est l'envie de s'occuper des masques, pendant que l'État s'occupe plutôt des respirateurs et que le troisième s'occupe de faire le tracing, etc., etc. Et on a vu tout le monde sur ce sujet-là, comme on le voit sur 1 milliard de sujets. Donc, l'illisibilité de la puissance publique
dans son service de solidarité est un élément qui coûte de l'argent et qui dessert les politiques. Deuxième chose, il y a un élément autour des rigidités. Ceux qui sont au service des solidarités ne sont pas forcément à avoir un mécanisme ou un fonctionnement qui soit administratif, mais peuvent avoir la même souplesse que d'autres acteurs. Je vais vous donner un exemple. Quand moi, j'investis 10 millions d'euros pour un appareil archi performant de radiothérapie stéréotaxique, c'est-à-dire qui va chercher les tumeurs au micron près et qu'elle ne marche pas l'après-midi parce que je ne peux pas payer les manipulateurs radio parce qu'ils doivent être payés conformément à une grille qui s'impose à tous et qui ne correspond pas aux souhaits des manipulateurs radio, j'ai dépensé mes 10 millions d'euros, je ne fais pas de radiothérapie pour les patients qui en ont besoin et l'après-midi, je vais constater que la machine ne marche pas. L'État économiserait en donnant un peu de souplesse dans le système. Je vous en épargne 199 exemples que je peux vous donner de même nature et qu'on connaît tous. Deuxième facteur d'inefficacité dans la manière dont on sert la solidarité. Troisième élément, c'est quand on va trop dans la compensation et pas dans les racines du problème. S'il y a un progrès qui a été fait au cours de ces dernières années, c'est par exemple, il y a eu moins de surendettement. Regardez les rapports de la Banque de France. On voit que le surendettement a baissé depuis quelques années. Non pas parce qu'on a donné plus de moyens aux commissions de surendettement, mais parce qu'on a encadré le crédit revolving. Et on a empêché les gens de se surendetter parce qu'ils prenaient du crédit revolving à 20% alors qu'ils pouvaient prendre des crédits qui leur coûtaient moins cher et qui étaient moins adaptés à leur situation. Ça, on peut trouver aussi beaucoup d'exemples de la même nature. Quatrième chose, c'est quand on s'accroche trop longtemps aux mauvais instruments. Il y a 40 ans, le salaire minimum était un bon instrument pour réduire la pauvreté et réduire les inégalités. Au cours des dernières années, c'est devenu quelque chose qui ne marche plus là-dessus, parce que quand on regarde les revenus, la composition des familles, etc., on voit que ce n'est plus l'instrument adapté. Combien de temps met-on pour se tourner vers un autre instrument? Ça met un temps fou dans notre pays. Autre exemple d'inefficacité, c'est quand on passe tellement de temps par les lois et par les décrets à définir les critères de ceux qui ont le droit à la solidarité, que les administrations passent plus de temps à déterminer qui n'y a pas le droit qu'à vérifier que l'ensemble de l'argent va là où il y en a besoin. Donc si effectivement, si vous regardez notre législation de solidarité, elle est pleine de choses qui sont réservées à ceux qui sont plutôt à Bac-2 et du coup on exclut ceux qui sont à Bac-1, de système qui est lié à 1 euro près à un critère de revenu, et donc ceux qui dépassent d'1 euro n'auront plus le droit au soutien alors qu'ils peuvent en avoir besoin, etc., etc. Et donc on a une machine, parce qu'elle est fondée sur la défiance, qui produit beaucoup de mécanismes de contrôle, de coûts de tournement, de bureaucratie, etc. Et si j'avais quelque chose à résumer, dès lors qu'on pense que solidarité rime avec la bureaucratie qui fait fonctionner la solidarité, on est à peu près sûr d'aller dans l'inefficacité. Si on est capable d'avoir une solidarité qui repose plutôt sur des critères finaux de qui en a besoin et comment on peut équitablement donner accès à la solidarité, là, on peut avoir une chance d'avoir un peu plus d'efficacité. Alors, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. J'aimerais bien faire un tour de table, peut-être, de chacun sur cette question qui est celle finalement qui est celle de la conférence. C'est quel serait le meilleur moyen pour vous, et d'ailleurs ça fait partie des questions qui sont posées par les auditeurs, le meilleur moyen pour conjuguer, la façon la plus intelligente de conjuguer efficacité et solidarité. Alors peut-être Patrick Artus. Oui, on va très vite parce que je vais revenir effectivement sur la question et je vais juste regarder ce qui se passe dans les pays de l'OCDE. On part assez souvent de l'idée qu'il y a un modèle européen, et en particulier français, qui est un modèle qui fait primer la solidarité, et qui est un modèle américain qui fait primer l'efficacité. On avait même parlé en France à un moment du choix social pour le chômage.
Donc, est-ce qu'on a vraiment ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le choix entre une économie solidaire? Et dans ce travail, je mesure la solidarité par la pauvreté, alors en version relative, hein, pour rappeler le débat d'Élise tout à l'heure. Et est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'il faut choisir, quoi? Est-ce que si on a des inégalités faibles, on a forcément une pauvreté faible, on a forcément du chômage? Eh bien, si on a un chômage bas, est-ce qu'on a forcément des inégalités de la pauvreté? Alors, il y a des travaux qui disent oui. Hein. Par exemple, si vous regardez certaines choses que dit Philippe Aghion, par exemple, il explique que si on veut de l'innovation, il faut accepter des inégalités. Donc, pour avoir de la croissance et des revenus, il faut des inégalités au moins pendant un temps. Alors, quand on regarde les pays, c'est assez intéressant. Parce qu'il y a des pays qui ont une pauvreté forte ou des inégalités fortes, parce qu'en fait, c'est les mêmes. Hein. Une pauvreté forte et un chômage faible. Donc ça, c'est les pays anglo-saxons. Hein. C'est les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie. Et l'Allemagne n'est pas très loin. Et puis, il y a des pays qui ont des inégalités faibles et un chômage en moyenne assez élevé. Bah, il y a la France, il y a un peu l'Italie. Voilà. Mais il y a plein de pays qui ne rentrent pas dans cette problématique. Il y a plein de pays qui ont à la fois une pauvreté faible et un chômage faible. Il y a le Danemark, la Finlande, l'Autriche, la Suède, les Pays-Bas, etc. Donc, ce n'est pas vrai, quand on regarde les pays de l'OCDE, qu'il faut choisir. D'ailleurs, si on fait la corrélation avec les pays de l'OCDE, elle n'a pas le bon signe. C'est-à-dire qu'en moyenne, les pays à pauvreté faible sont aussi les pays à chômage faible. Donc, ce n'est pas vrai qu'il y a cet arbitrage. On n'a pas à choisir. Alors, si on va plus loin, et je reviens sur mon dada, et je finis là parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, si on prend les pays qui ont à la fois une pauvreté faible et un chômage faible, qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux pays où il faut faire le choix? Ils ont des compétences élevées de la population. Ce n'est pas compliqué, c'est les pays d'Europe du Nord. Et ces pays-là, ils ont des compétences élevées de la population. Donc, les compétences élevées de la population, ça permet de sortir du dilemme entre pauvreté faible et chômage faible. Donc, on revient toujours à cette même question. Alors peut-être Élise sur le même sujet, c'est-à-dire la bonne recette, le bon moyen pour conjuguer efficacité et, efficacité et solidarité. Non, mais je souscris à ce que Patrick Artus vient de dire. Effectivement, je voulais aussi souligner cette absence, on va dire, d'arbitrage entre chômage et pauvreté, entre efficacité et solidarité. Je pense qu'on peut vraiment se servir de l'exemple des pays du Nord pour montrer qu'on peut absolument faire les deux. On peut faire solidarité et efficacité. On peut faire pas beaucoup de pauvres et pas beaucoup de chômeurs. Et alors, quand même, comment on fait ça? Comment font les pays du Nord pour faire ça? Ils taxent beaucoup et ils font beaucoup de services publics et beaucoup de redistribution. Je veux dire, c'est pas comme ça. L'éducation dont parle Patrick Artus et bon, pour être économiste de l'éducation, je suis absolument ravie qu'on ait autant parlé d'éducation aujourd'hui comme étant l'élément clé. Cette éducation, elle est de grande qualité dans les pays du Nord, elle est de moins bonne qualité en termes de pédagogie, notamment en France. Non pas de compétences disciplinaires des profs, hein, mais je parle de qualité pédagogique. Hein, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Bon, cette éducation de très grande qualité qui permet de ne pas choisir entre solidarité et efficacité, elle repose sur des taxes assez élevées. On fait partie des pays où les dépenses publiques sur le PIB sont les plus élevées, mais eux aussi, justement, ces pays-là aussi. Donc, ce n'est pas en allégeant le niveau de taxation qu'on va arriver à allier efficacité et solidarité, c'est vraiment en maintenant. Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas renoncer à la solidarité au sens de taxer pour financer des services publics de qualité. Et d'ailleurs, je voudrais juste dire aux auditeurs qui nous écoutent qu'il y a cette théorie que la taxation va décourager l'investissement, il y a cette théorie que aider les gens va les rendre feignants, mais ça, c'est vraiment de la théorie. Les études empiriques, plus elles progressent et plus elles jettent un doute profond sur le fait que cette théorie est vraie. On a vraiment des études maintenant qui nous montrent qu'aider les gens ne les rend pas du tout feignants. On a aussi des études qui nous montrent maintenant que certes, les agents économiques sont stratégiques et quand on leur
quand on leur donne la possibilité d'optimiser fiscalement, ils le font. Mais si on coordonnait les taxes à un niveau international et si on avait des taxes qui étaient bien pensées, il n'y aurait pas du tout forcément d'effet distorsif négatif sur l'investissement et l'activité économique. Donc, il ne faut pas avoir peur de la solidarité. En fait, c'est ça mon message. Il ne faut vraiment pas avoir peur de la solidarité parce qu'elle peut complètement aller dans le sens d'une grande efficacité, surtout si, je réfère à ce que j'ai dit avant, surtout si l'efficacité n'est pas entendue que en termes de revenus, même si ça en fait partie, mais aussi en termes de bien-être. Là, la solidarité et l'efficacité vont encore plus main dans la main. Alors, bon, on a compris qu'en France, on a à la fois des taxes et des chômeurs, donc il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Jean-Luc Tavernier, à votre avis, c'est quoi? Je ne reviens pas sur l'éducation nationale et la formation. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le problème essentiel. Je vais peut-être dire 2 mots sur la fiscalité au niveau national et international. Au niveau national, si on croit qu'il y a un problème de mobilité sociale, il devrait y avoir plus de poids dans la fiscalité des droits de succession. J'attire juste l'attention sur le fait que si ça paraît logique pour l'économiste, c'est quand même juste l'impôt qui est le moins bien, le plus honni, disons, de la population dans les enquêtes d'opinion, pour des raisons qu'il faudrait expertiser, qui sont parfois un peu étonnantes, mais c'est comme ça. Au niveau international, je pense que Elise a prononcé les mots de concurrence fiscale, je voudrais en dire un mot, parce que je pense qu'on peut dépasser l'arbitrage entre solidarité et efficacité, ou en tout cas bouger des lignes et de reculer, en ayant un peu plus de coordination fiscale entre les pays, parce que sinon on va obligatoirement vers la moindre taxation de ce qu'on appelle les assiettes mobiles d'un pays à l'autre. On voit bien que pour les ménages, il y a eu des dispositifs pour les expatriés, pour les cadres, mais surtout pour les entreprises, il y a les niches sur les revenus de la propriété intellectuelle, et puis il y a une course à la baisse du taux d'impôt sur les sociétés. C'était 32% en 2000, c'est autour de 23% pour la moyenne de l'OCDE maintenant. Donc, moins 9 points sur le taux d'impôt sur les sociétés. Et on a même oublié un peu de réfléchir pour savoir quel était, d'un point de vue normatif, un beau taux d'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas un taux zéro, il y a de bonnes raisons d'imposer les profits des entreprises, ne serait-ce parce que c'est là où on peut taxer les rentes. Il peut y avoir des sociétés qui ont des rentes. Mais la réflexion n'existe plus, puisque ce qui prévaut, c'est de ne plus pouvoir trop s'écarter du moins-disant en matière d'imposition du capital des entreprises. Et donc, je pense que la coordination internationale est clé. Et là encore, l'OCDE fait beaucoup d'efforts. C'est l'initiative BEPS, c'est les discussions qu'il y a sur la taxation des multinationales, c'est l'instauration d'une taxation minimale qui va peut-être revivre avec le changement d'administration aux États-Unis. Si on n'avance pas là-dessus, on va vers une taxation toujours plus forte de ce qui ne peut pas voter avec ses pieds, de ce qui n'est pas mobile, et confère la demande de certaines communes, là, tout récemment, d'augmenter encore une nouvelle fois les droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire les frais de notaire, ce qui est un obstacle à la mobilité, ce qui a des tas d'effets pervers. Mais si on ne va pas vers la coordination internationale, forcément, c'est ce qui ne bouge pas qu'on taxe. Alors, peut-être avant qu'on conclue avec Antoine Beauzieux et Martin Hirsch, Philippe Barré, donner un petit peu le point de vue des entreprises, parce que là, on est en train de dire que finalement, qu'on vous taxe ou qu'on ne vous taxe pas, finalement, ça change pas grand-chose. Donc, on va essayer de vous taxer un peu plus, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat? Voilà, je voudrais, c'est une petite blague d'initié, mais en tant qu'assurance complémentaire santé, je suis pour payer un impôt exceptionnel plutôt que de payer une taxe Covid. Voilà. Parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les bénéfices doivent être taxés, et c'est mieux de prélever un bénéfice, un impôt sur un bénéfice, que des impôts forfaitaires sur des assiettes forfaitaires, parce qu'on appelle les impôts de production globalement. Ce que je voulais évoquer, c'est, je reviens sur les aspects d'éducation, parce qu'on a parlé surtout de l'éducation finalement initiale, du système éducatif, et les entreprises ont besoin évidemment de maintenir et de faire progresser tout au long de la vie professionnelle le niveau de compétence des collaborateurs. Et donc de ce point de vue-là, et surtout si on veut
qu'il n'y ait pas ce blocage, hein, qui est que le niveau d'études initiales conditionne le parcours professionnel que l'on pourra avoir. C'est très important d'investir aussi dans la formation continue. Je voulais aussi souligner l'importance des dispositifs de type apprentissage ou alternance, parce que c'est des facteurs qui permettent pour les entreprises de faire rentrer des personnes qui sont parfois un peu éloignées, hein, de l'entreprise, c'est de les amener à l'entreprise avant même qu'ils soient sur le marché de l'emploi. Il y a un point que je voulais évoquer aussi, qui n'a pas été du tout abordé par aucun d'entre vous, donc je vous le soumets éventuellement pour réaction. Dans la notion de bien-être, vous n'avez pas évoqué ce qui, je pense, y contribue quand même assez fortement, c'est-à-dire le sentiment de contribuer à la société. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qui est un élément important. Et c'est aussi quelque chose que, pour une bonne partie d'entre nous, se joue dans notre vie professionnelle, dans ce qu'on fait professionnellement, qui peut ou pas donner un sens. Je pense que c'est un facteur, en tout cas dans les entreprises, c'est clair que la compréhension par les collaborateurs du fait que leur travail a un sens, une valeur pour la société, est quelque chose de clairement déterminant dans leur engagement, en tout cas. Oui, merci Philippe. Donc, Martin Hirsch, 2 minutes chacun. Alors, Martin Hirsch, d'abord, votre recette à vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer un petit peu la situation? Parce qu'on voit finalement qu'aujourd'hui, en France, on a pas mal de solidarité, mais une efficacité réduite. Donc, c'est quoi les priorités? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vais répondre par un exemple, parce que je n'aurais pas la prétention de savoir ce qu'est la solidarité complètement efficace, même si ce que je dirais, c'est qu'une solidarité moins substitutive et plus accompagnante. Je vais vous donner un exemple. Si vous me donnez 10 milliards pour les jeunes aujourd'hui, j'écarterai le RSA jeune dès 18 ans. Et je préfère mettre les 10 milliards sur plus de bourses, sur abaisser le coût du travail des jeunes sans faire baisser leurs revenus, et sur leur accompagnement, plutôt que de les mettre uniquement sur le revenu. Et je pense que j'investirai davantage dans la solidarité. Voilà cet exemple-là. Bon, ça, c'est parfait. Antoine Bozio, vous avez 10 milliards, qu'est-ce que vous faites? Je suis d'accord avec Martin Hirsch au sens où je l'investirais dans les jeunes et la jeunesse pour les mêmes raisons que les autres membres du panel, c'est-à-dire que pour ce qu'on voit qui marche, c'est les investissements dans les plus jeunes ont les plus grands rendements, les plus grands effets pour diminuer finalement le niveau d'inégalité sur le long terme. Et ce qu'on veut, c'est pas simplement corriger en laissant en fait s'étendre des inégalités, on veut monter le niveau pour tout le monde. Et donc, le niveau de compétence, ça veut dire qu'il ne faut pas simplement se dire que si on a des bonnes grandes écoles, on est content. Ça pouvait être vrai peut-être il y a un siècle, mais aujourd'hui, on a besoin de niveau de compétence pour tout le monde. Et donc, les 10 milliards, je les mettrais sur les jeunes, pas forcément que les jeunes en 18 et 25 ans. Je pense que c'est même plutôt qu'il faut investir dès lors qu'on peut voir se former des inégalités dans le milieu scolaire, arriver à différencier derrière l'idée d'égalité républicaine, on oublie peut-être qu'en fait, un vrai service public d'éducation, c'est faire en sorte qu'on ne laisse pas très vite, y compris des jeunes enfants qui décrochent. Là, la question de la crise Covid, c'est qu'on a des jeunes enfants qui, parce qu'ils n'ont pas eu d'école pendant plusieurs mois, parce qu'ils sont dans des milieux modestes où les parents n'ont pas pu faire la compensation, risquent de décrocher et d'avoir des effets qui sont très durables. Et investir ces 10 milliards sur rattraper ces effets-là pour ces enfants des milieux modestes, ça aura l'impact le plus efficace sur le très long terme. Bon, alors, vive les jeunes, vive les enfants. Merci à vous tous pour cette table ronde qui était passionnante. Une bonne soirée et puis à l'année prochaine aux Journées de l'économie. Merci à tous.